À Paris, je me trouvais dans l'une de ces salles de bal scintillantes qui illuminent la nuit. De l'extérieur, nous étions devant l'un des célèbres bâtiments historiques en pierre du 8e arrondissement. À l'intérieur, sous les lustres en cristal, les plus hauts dignitaires militaires et civils de France se distribuaient de faux sourires, une coupe en cristal à la main. La robe en soie bleu nuit que je portais m'enveloppait comme un gant. Le tissu était si raffiné, si délicat, que tous ceux qui le touchaient pensaient que la personne qui le portait ne faisait que jouer du piano ou peut-être peindre comme passe-temps. Personne ne pouvait voir sous cette soie la trace d'une blessure par éclat d'obus qui s'étendait de mon épaule droite jusqu'à ma taille et que j'avais reçue lors d'une opération de sauvetage au large de la Somalie. Personne ne pouvait imaginer que les pieds chaussés de ces escarpins à talons fins avaient parcouru des kilomètres dans les marécages. Pour eux, je n'étais que la femme de quelqu'un, un bel accessoire, une décoration silencieuse et docile assortie au décor du salon. Et ce soir-là, cette erreur allait se transformer en la plus grande honte de ma vie. Cette histoire n'est pas seulement le souvenir d'un bal militaire, c'est l'histoire de l'orgueil qui se heurte à un mur silencieux. Je m'appelle Claire Moreau, et ce soir-là, dans cette salle, j'allais connaître le silence le plus satisfaisant de ma vie. Si vous croyez vous aussi que le pouvoir ne s'obtient pas en criant, mais parfois simplement d'un regard et d'un geste au bon moment, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé les notifications. Car ce soir, je vais vous raconter dans les moindres détails comment l'arrogance qui se cache derrière ses épaulettes et ses médailles a été mise à nu. Lorsque je suis entrée dans la salle, la première odeur qui m'a frappée était un mélange de champagne coûteux, de vieux vernis à bois et de parfums lourds portés par les femmes. Le bal annuel traditionnel du ministère de la Défense, ce n'était pas un lieu où l'on discutait de stratégie, mais où l'on polissait son ego. Les serveurs se déplaçaient comme des ombres silencieuses, portant sur leur plateau les meilleurs champagnes de France. Ma mission était simple, attendre. Ce soir-là, j'étais là au nom de l'équipe Commando Hubert, mais mon identité n'avait pas encore été révélée. Conformément au protocole, j'étais en civil. Le commandant de l'équipe, le colonel Dessène, m'avait fait un clin d'œil à l'entrée et m'avait dit « Ce soir, c'est votre soirée, capitaine, mais pour l'instant, soyez un fantôme parmi les civils. » Être un fantôme, c'était mon travail, après tout. Une coupe de champagne à la main, je m'étais appuyée contre l'une des colonnes de marbre qui bordaient le salon. J'observais les gens. C'était ma déformation professionnelle. Même lors d'une fête, je ne pouvais m'empêcher d'analyser les menaces potentielles, les issues de secours qui étaient tendues, qui mentaient. Et c'est à ce moment-là qu'il est entré dans mon champ de vision, le lieutenant Antoine de Valois. Je le connaissais, pas personnellement, mais grâce à son dossier. Et surtout grâce à son type. Il était le fils d'une des plus anciennes familles aristocratiques de France. Son grand-père était général, son père sénateur, et sa mère l'une des reines de la société parisienne. Antoine semblait avoir été déposé à l'école militaire par son chauffeur personnel et avoir obtenu ses grades moins grâce à ses succès sur le terrain qu'au poids du nom de. Son uniforme de cérémonie était impeccable, sans le moindre pli, et ses boutons brillaient comme des diamants. Mais les yeux d'un soldat, s'il a vraiment vu l'enfer, perdent leur éclat. Les yeux d'Antoine, quant à eux, avaient l'éclat gâté d'un enfant qui n'avait encore rien vu. Il était accompagné de quelques jeunes officiers et de jeunes femmes en civil. Il riait bruyamment, brandissant son verre en l'air et racontant quelque chose. Le ton de sa voix semblait vouloir que toute la salle l'entende. Il racontait une histoire, probablement en exagérant un danger qu'il avait rencontré à son bureau. Son regard balaya la foule et finit par se poser sur moi. J'étais seule, j'étais élégante, et dans son monde, une femme seule et élégante n'était qu'un territoire à conquérir ou un public à éduquer. Il sourit. Avec ce sourire légèrement méprisant mais séducteur propre aux hommes trop sûrs d'eux, il se mit à marcher vers moi. Une petite voix, dans ma tête, me dit « Claire, l'opération commence. Ne te trahis pas. Attends que la proie vienne à toi. » Quand il s'est arrêté à côté de moi, l'odeur de son parfum a couvert celle du champagne. C'était un parfum très lourd, très épicé. Dans une opération réelle, cette odeur l'aurait rendu repérable à 3 kilomètres à la ronde. Mais ici, en plein cœur de Paris, elle ne signifiait rien d'autre que l'argent et le statut social. « Ce champagne », dit-il en touchant légèrement ma coupe avec la sienne. Sa voix était douce comme du velours, mais tout aussi aiguë.
La récolte de cette année n'est pas très bonne, n'est-ce pas? Mais je suppose que pour une femme aussi élégante que vous, la danse des bulles est plus importante que le goût. J'ai légèrement incliné la tête. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis contentée d'un sourire léger et indéfinissable. C'était le masque que j'utilisais pour calculer mon prochain coup, mais que les hommes interprétaient généralement comme de la timidité ou de l'admiration. Je suis le lieutenant Antoine de Valois, dit-il en s'inclinant légèrement. Il semblait s'attendre à ce que mes genoux se dérobent sous moi en entendant ce nom. Je ne vous ai jamais vu ici, auparavant. Êtes-vous l'épouse d'un officier? Ou est-ce que votre père qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir? Et voilà, c'était parti. Je n'avais que deux options. Être la femme de quelqu'un ou la fille de quelqu'un. Être ici par moi-même, avec mon grade et mes propres mérites, cela dépassait les limites de son esprit aristocratique étroit. Claire, ai-je simplement répondu. Je n'ai pas donné mon nom de famille. Je n'ai pas donné mon grade. Juste Claire. Je profite simplement de cette soirée. Ah, mystérieuse, dit Antoine, son sourire s'élargissant. La petite foule autour de nous, les autres officiers, qui se comportaient comme ses aides de camp, gloussa. Antoine désigna le salon d'un geste professoral. Je sais que cet endroit peut être un peu oppressant. Les termes militaires, les grades, les discussions sur la stratégie et des détails ennuyeux, voire effrayants pour des femmes délicates comme vous. Je serrai un peu plus fort le verre que je tenais dans ma main. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume, mais mon visage resta impassible, délicate. J'avais tellement entendu ce mot. À Amalie, sous une chaleur de 40 degrés, après 18 heures de marche, avec 35 kilos d'équipement sur le dos, même couverte de sueur et de sang, l'idée qu'un officier de bureau à Paris me trouve trop délicate était une plaisanterie tragicomique. Vraiment? Ai-je répondu en affaiblissant délibérément ma voix. Les questions militaires, oui, elles semblent très complexes. Antoine a immédiatement mordu à l'hameçon. Il a bombé le torse. Ne vous inquiétez pas, m'a-t-il dit en s'approchant de moi, comme s'il était le chevalier qui allait me protéger de ce monde complexe. Regardez, cet homme décoré que vous voyez là-bas, c'est le colonel Morel. Le ruban rouge qu'il porte à son col est la Légion d'honneur. Bien sûr, pour vous, ce n'est qu'un ruban rouge, mais dans notre monde, il symbolise le sang et le sacrifice. J'ai fait un effort surhumain pour ne pas lever les yeux au ciel. Je connaissais le colonel Morel. C'était un homme bien, mais il avait reçu cette décoration pour avoir mené à bien une opération logistique. Du sang et des sacrifices? Sous ma poitrine, caché par ma robe, se trouvait le prix bien plus lourd de cette décoration, gravé dans ma peau sous forme de cicatrice. Mais Antoine ne le savait pas. Il ne voyait devant lui qu'une belle robe, une coiffure soignée et un esprit vide. « Et vous ?» demandai-je avec une curiosité innocente. « Participez-vous aussi à des missions très dangereuses, lieutenant ?» Il y eut un instant d'hésitation dans les yeux d'Antoine, mais il se ressaisit aussitôt. Il s'apprêtait à mentir. Je le voyais. Ses pupilles se dilatèrent légèrement, sa mâchoire se releva. Son langage corporel criait « Je suis un héros », tandis que la réalité murmurait « Je suis le petit chouchou de ma maman ». Ah, vous savez, dit-il en agitant la main, les détails des opérations sont confidentiels, mais je peux vous dire ceci, Claire. Notre travail consiste à marcher dans l'ombre. Pour que vous puissiez dormir en toute sécurité dans vos lits confortables à Paris, nous devons parfois nous salir les mains. J'ai senti un haut le cœur me monter. Cet homme me servait des répliques qu'il avait apprises par case et par cœur dans les films hollywoodiens. Notre travail, les ombres. Le plus grand danger qu'il ait probablement connu dans sa vie était que son champagne ne soit pas assez frais. Mais, à ce moment-là, je ne l'ai pas arrêté, je ne l'ai pas corrigé. Je ne lui ai pas dit « Lieutenant, je suis le capitaine Moreau du commandement des opérations sous-marines », parce que je savais que parfois la plus grande punition est de laisser un idiot parler. Plus vous lui laissez de corde, plus il se pendra violemment. Et Antoine était en train de tisser sa propre corde, nœud après nœud. À ce moment-là, les grandes portes de l'entrée de la salle se sont rouvertes et un silence s'est propagé. Le ministre de la Défense venait d'entrer dans la salle. Tout le monde s'est redressé, les verres ont été légèrement baissés. Antoine s'est tourné vers moi et m'a chuchoté. « Regardez maintenant, les discours ennuyeux vont bientôt commencer. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous vous ennuyez, je peux vous montrer les statues dans le jardin derrière. C'est plus calme là-bas. »
Il fallait être stupide pour ne pas comprendre l'insinuation derrière cette proposition. Il me méprisait et essayait de me séduire. Il insultait mon intelligence et convoitait mon corps. À ce moment-là, la colère glaciale qui m'habitait s'est répandue dans mes veines comme de l'azote liquide. Je me suis tournée vers lui. Mon visage arborait toujours ce sourire gentil de femme qui ne comprend pas. Mais mes yeux... S'il avait regardé attentivement, il aurait pu y voir la froideur d'un canon. Les statues peuvent attendre, lieutenant, ai-je dit calmement. Cette nuit sera peut-être plus intéressante que vous ne le pensez. Ah, bah c'est manap, bah ça un type. Antoine a ri, un petit rire méprisant. Il a essayé de poser sa main sur mon épaule, ce qui était une violation du protocole militaire, mais il s'est ravisé au dernier moment et l'a laissé en l'air. Ah Claire, dit-il en secouant la tête. Vous, les civils, vous êtes tous comme ça. Vous recherchez le romantisme, mais cet endroit, ces uniformes, ces médailles, croyez-moi, ce n'est pas un endroit pour des femmes délicates comme vous. La guerre n'est pas un art que les femmes peuvent comprendre. Et voilà, la phrase fatidique, la bombe à retardement, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cet endroit n'est pas fait pour des femmes délicates comme vous. Hein? Le monde s'est ralenti pendant un instant. Les bruits autour de moi sont devenus sourds. Je n'entendais plus que le sourire, suffisant d'Antoine et cette phrase qui sortait de sa bouche. Dans mon esprit, la douleur de la balle qui m'avait transpercé l'épaule 3 ans plus tôt en Afghanistan, lors du sauvetage de 2 diplomates retenus en otage dans une grotte, a résonné. Je me suis souvenu de cette nuit sous l'eau, où j'avais attendu immobile pendant 4 heures avec une seule bouteille d'oxygène. Les visages de mes amis tombés au combat défilèrent devant mes yeux. Et cet enfant qui sentait le parfum me parlait de l'art de la guerre. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai bu une petite gorgée de champagne. Son goût ne me semblait plus agréable. Il avait désormais un goût de vengeance. J'ai regardé Antoine. À ce moment-là, c'était le début de sa fin, mais il ne le savait pas encore. « Vous avez peut-être raison, lieutenant », ai-je dit, en espérant qu'il ne remarque pas le ton glacial de ma voix. Peut-être que certaines choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. À ce moment-là, le micro sur l'estrade s'est allumé dans un grésillement. Le ministre s'apprêtait à prendre la parole. Les lumières se sont légèrement tamisées, seule la scène était éclairée. Antoine m'a lancé un dernier regard qui semblait dire « Reste avec moi, tu es en sécurité ». Puis il s'est retourné vers la scène. Mais je ne regardais pas la scène. J'imaginais comment l'expression sur le visage d'Antoine allait bientôt se briser en 1000 morceaux, et je faisais mon serment silencieux dans l'obscurité de la nuit. La pièce avait commencé, et les cartes allaient être distribuées de manière très différente de ce que le lieutenant avait prévu. Ce n'était que le premier acte. Le silence qui s'était abattu sur la salle était plus pesant que tous les bruits que j'avais entendus jusqu'alors. Alors que le ministre de la Défense, Jean-Luc Vermeulen, se dirigeait vers la tribune, le crissement des centaines de chaussures de luxe sur le parquet et le bruit des verres posés sur les plateaux cessèrent. Les lumières s'éteignirent. Seul le spot blanc et intense braqué sur la scène resta allumé. Cette lumière allait bientôt révéler un mensonge et mettre la vérité au grand jour. Antoine était toujours agité à côté de moi. Il n'aimait pas le silence. Pour les hommes comme lui, le silence était un vide à combler, car lorsqu'ils restaient silencieux, ils entendaient l'écho. En l'écho de leurs propres insuffisances. Il se pencha légèrement vers moi, son souffle chatouillant mon oreille. « Je parie, murmura-t-il d'une voix moqueuse, que le ministre va encore nous servir un de ses discours ennuyeux sur la patrie, la nation et le sacrifice. Ça va durer au moins une demi-heure. Si tu veux, on a encore le temps de se faufiler à l'arrière pour aller voir les statues. » Sans quitter la scène des yeux, je souris simplement du coin des lèvres. « Ne vous précipitez pas, lieutenant, » dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, mais clair comme le cristal. Parfois, les meilleures leçons se cachent dans les moments les plus ennuyeux. Je vous conseille d'écouter. Antoine n'a bien sûr pas compris l'ordre caché dans ma réponse. Il a simplement haussé les épaules et poussé un soupir d'ennui comme un enfant agacé. Il a légèrement agité la coupe de champagne qu'il tenait à la main et s'est mis à regarder son reflet. À ce moment-là, j'ai presque eu pitié de son indifférence, de son arrogance aveugle. Il dansait au bord d'un précipice et ne voyait pas les rochers qui l'attendaient en contrebas. Le ministre Vermeulen a ajusté le micro.
Sa voix, avec son timbre grave et autoritaire, s'est répandue dans toute la salle grâce au haut-parleur. Mesdames, messieurs, chers invités et honorables soldats de France. L'introduction était classique. Antoine, pensant avoir raison, m'a lancé un regard qui semblait dire « Tu vois, c'est ». Mais le ministre a continué et son ton a changé. Il est devenu plus sérieux, plus sombre. Nous ne sommes pas réunis ici ce soir uniquement pour faire la fête. Nous sommes ici ce soir pour rendre hommage à ceux qui vivent dans l'ombre, ceux dont les noms ne font pas la une des journaux, mais qui, par leur présence, constituent l'épine dorsale de ce pays. L'atmosphère dans la salle a changé. La joie artificielle s'est dissipée, laissant place à une attention respectueuse. Le ministre a sorti un bout de papier de sa poche. Le mois dernier, dit le ministre d'une voix légèrement tremblante, une opération très critique de sauvetage d'otages a été menée dans les eaux internationales du golfe d'Aden. Les détails de cette opération, qui a été gardée secrète pour des raisons de sécurité nationale, aurait pu, en cas d'échec, plonger notre pays au bord d'une grave crise diplomatique. Je sentis Antoine s'agiter. Le golfe d'Aden, cela ne ressemblait pas aux aventures imaginaires qu'il racontait dans ses récits. C'était des réels, et la réalité est toujours plus dérangeante que la fiction. Cette opération, poursuivit le ministre, a été menée par le commando Hubert dans des conditions jugées impossibles. Sous un feu nourri, le commandant de l'équipe a dirigé ses hommes au péril de sa vie et a réussi à sauver les otages sans qu'aucun d'entre eux ne soit blessé. Mais au cours de cette opération, il a été gravement blessé. Ma main se posa instinctivement sur mon épaule droite. Sous le tissu de soie, j'ai touché cette cicatrice guérie mais toujours douloureuse. Je me suis souvenu de cette nuit-là, le bruit des hélices de l'hélicoptère, les lueurs vertes dans mes lunettes de vision nocturne, la chaleur brûlante des éclats d'obus qui s'étaient enfoncés dans mon épaule, et puis ce mélange de peur et de gratitude dans les yeux des otages. La plupart d'entre vous, dit le ministre en jetant un regard perçant à l'Assemblée, pensent que les héros sont des hommes imposants à la voix tonitruante. Mais le courage ne connaît pas de genre, le leadership ne se mesure pas au ton de la voix, mais aux décisions prises en situation de crise. C'est à ce moment-là que j'ai senti le sourire moqueur d'Antoine se figer. Quelque chose n'allait pas. Les équations de son monde ne collaient pas. Si vous avez déjà été méprisé au moins une fois dans votre vie uniquement à cause de votre apparence, de votre âge ou de votre sexe, et que vous avez brûlé d'envie de voir la surprise sur le visage de cette personne, aimez cette vidéo. Car le moment de chute qui va se produire dans quelques instants sera une revanche pour nous tous. Le ministre a pris une profonde inspiration et a prononcé cette phrase magique. Ce soir, au nom de la République française, pour son courage et son leadership exceptionnel, je lui remets la médaille de la Légion d'honneur. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais mon visage était aussi impassible qu'une statue de marbre. Je me suis lentement tournée vers Antoine. À cet instant, le temps s'est arrêté. Nos regards se sont croisés. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux, une peur qui disait « Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ?» Commandant Hubertime, j'ai tendu doucement la coupe de champagne inachevée que je tenais à Antoine. Mon geste était si soudain et si naturel qu'Antoine a instinctivement tendu la main. Je vous invite à accueillir le capitaine Claire Moreau. Le nom a résonné dans la salle. Claire Moreau, un silence de mort qui a duré une seconde, puis une explosion d'applaudissements. Mais je n'entendais pas les applaudissements. Je ne regardais qu'Antoine. Sa main qui tenait ma coupe était restée suspendue en l'air. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, ses yeux écarquillés. Son cerveau essayait de faire le lien entre le nom qu'il venait d'entendre et la femme délicate à ses côtés, mais le système était en panne. Je lui ai lancé un dernier regard, avec mon sourire délicat, et j'ai murmuré « Pouvez-vous tenir mon verre, lieutenant ? Je dois monter sur scène, vous savez, l'art de la guerre nécessite parfois des médailles. » Je n'ai pas attendu sa réponse. Je me suis retournée et j'ai redressé les épaules. Je n'étais plus la femme élégante de la fête. Le poids invisible du grade de capitaine pesait sur mes épaules et mes pas avaient la détermination d'un soldat. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Je voyais l'étonnement et l'admiration sur les visages des gens. Ces yeux qui, quelques instants auparavant, me regardaient comme la femme de je ne sais qui, baissaient maintenant respectueusement.
J'ai gravi les marches menant à la scène d'un pas décidé, comme si je gravissais le versant d'une montagne avec mes bottes. Le ministre Vermaelen m'a accueilli avec un sourire chaleureux. Il m'a tendu la main. En la serrant, il a senti la force de mon poignet et a hoché la tête en signe d'approbation. Félicitations, capitaine, dit-il dans un murmure inaudible au micro. Dans la vie civile, votre camouflage est aussi efficace que sur le terrain. Merci, monsieur le ministre, ai-je répondu. Surprendre l'ennemi, c'est déjà la moitié de la victoire. Le ministre ouvrit le coffret en velours et en sortit la médaille dorée à ruban rouge vif. Il l'épingla sur mon col, sur la soie bleu nuit, juste au-dessus de mon cœur. Le poids de la médaille semblait apaiser la douleur de la cicatrice sur mon épaule. Je retournai dans la salle. Des centaines de visages me regardaient, mais je ne cherchais qu'une seule personne. Et je la trouvai. Au premier rang, coincé dans la foule, Antoine tenait 2 coupes de champagne à la main. Il était blanc comme un linge. Ses amis à côté de lui chuchotaient de quelque chose, mais lui me regardait comme s'il était en transe. À ce moment-là, c'était lui, le plus petit homme de la salle. Ses épaulettes, son nom noble, l'héritage de son grand-père. Rien ne pouvait le protéger de la profonde honte qu'il ressentait à cet instant. Nos regards se croisèrent. Je ne le saluai pas. Je ne lui souris pas. Je levai simplement la tête, très légèrement, presque imperceptiblement. C'était cette approbation silencieuse et écrasante que l'on donne à un subordonné. « Reste à ta place, soldat ». L'un des verres qu'Antoine tenait dans sa main trembla légèrement. C'était le goût de la victoire, bien plus sucré que le champagne, bien plus enivrant. Mais ce n'était que le début. Antoine n'avait pas encore fini d'apprendre ses leçons. La véritable destruction commencerait après le bal. Car la véritable opération commençait maintenant. Lorsque je descendis de scène, l'atmosphère autour de moi avait changé. La foule qui me considérait quelques instants auparavant comme un accessoire sympathique me regardait désormais avec un mélange d'admiration et de crainte, comme si je portais une ogive nucléaire. Généraux, amiraux, diplomates, tous formèrent soudain un cercle autour de moi. Tous voulaient toucher cette bande rouge, cette médaille brillante, faire partie de l'histoire. « C'était incroyable, capitaine », m'a dit le commandant de l'armée de l'air en levant sa coupe de champagne. J'avais lu les rapports des services de renseignement sur cette région. S'infiltrer là-bas, c'était du suicide. Parfois, le chemin le plus sûr et le plus dangereux. Général, ai-je répondu en conservant un ton professionnel. Mes yeux balayaient la foule à la recherche d'Antoine, repoussé à l'extérieur du cercle. Antoine se tenait là, à l'ombre d'une colonne. Il n'avait toujours pas retrouvé ses couleurs. Le groupe de filles qui gloussaient à côté de lui s'était dispersé, et ses camarades officiers, qui se comportaient comme ses aides de camp, avaient baissé la tête, honteux. À ce moment-là, j'ai vu à quel point Antoine était seul. Son nom, son argent, ses relations. Rien ne pouvait le sauver du sentiment de néant qu'il éprouvait à cet instant. Après quelques minutes de félicitations, la foule commença à se disperser gentiment. La musique reprit, une valse commença. C'était à moi de jouer. Je me suis approchée lentement d'Antoine, tel un panthère s'approchant de sa proie. Je voyais bien qu'il voulait s'enfuir. Il jetait des regards furtifs vers la porte. Mais il ne pouvait pas s'échapper. Un soldat ne peut pas abandonner le champ de bataille, surtout lorsqu'il a perdu la bataille. Quand je me suis arrêtée devant lui, il ne savait pas où poser les 2 verres qu'il tenait à la main. Finalement, il les a posés précipitamment sur le plateau d'un serveur. Ses mains tremblaient. Il semblait tout petit dans son uniforme impeccable et repassé. « Capitaine », dit-il. Sa voix était chevrotante, son timbre velouté avait disparu, remplacé par la voix d'un adolescent cherchant une excuse. Je n'avais aucun moyen de savoir. Je souris, mais ce n'était pas le sourire délicat que je lui avais adressé au début de la fête. C'était le sourire d'un interrogateur qui vient de démasquer le mensonge d'un coupable. « Comment auriez-vous pu savoir, lieutenant ?» demandai-je d'une voix basse mais perçante, qu'une femme pouvait être soldat, ou que cette femme pouvait survivre à des enfers que vous ne pouvez même pas imaginer. Antoine déglutit, son pomme d'Adam bougeait de haut en bas dans son col étroit. Il essaya de se ressaisir. Son éducation aristocratique lui avait appris à trouver une issue dans toutes les situations. Il jouait maintenant cette carte, le charme et le déni. « Allons, Claire, je veux dire... »« Capitaine, dit-il avec un sourire forcé, admettez que vous avez très bien joué. Vous m'avez berné. Vous m'avez pris au dépourvu ce soir. Vos vêtements civils, votre attitude discrète. Vous savez,
Nous, les hommes, nous pensons parfois avec nos yeux. Il attribuait toujours l'incident à la condition masculine et à mon jeu d'actrice. Il refusait d'admettre son erreur, il la simplifiait. Je fis un pas vers lui. La distance entre nous dépassait désormais les limites de la politesse sociale. L'odeur de son parfum me donnait la nausée. Lieutenant, dis-je d'une voix glaciale, le renseignement, ce n'est pas seulement surveiller l'ennemi. Le renseignement, c'est être capable de voir ce que l'on regarde. Vous m'avez regardé, mais vous ne m'avez pas vu. Vous n'avez vu que le stéréotype de la femme que vous aviez en tête. C'est une erreur qui peut être pardonnable dans un bar lors d'une rencontre amoureuse. Mais sur le terrain, cette erreur peut causer la mort de vos hommes. Ses yeux s'écarquillèrent. Non, ce n'était pas une simple réprimande sociale. C'était une attaque directe contre son statut de soldat et de commandant. Je suis un bon officier, balbutia-t-il en se mettant sur la défensive. Vraiment dis-je en haussant les sourcils. Alors dites-moi, lieutenant, vous me parliez tout à l'heure de l'art de la guerre. Quelle est la règle fondamentale de Sun Tzu? Il s'arrêta. Son regard erra autour de lui. Il ne connaissait pas la réponse, ou peut-être que, pris de panique, il ne s'en souvenait plus. Connais ton ennemi, lui ai-je murmuré, et connais-toi toi-même. Ce soir, tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Tu n'as pas reconnu ton ennemi et tu n'as pas vu à quel point ton orgueil t'aveuglait. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Une voix forte retentit derrière Antoine. « Antoine, que fais-tu ici ?»« Anton, m'attendit. » Nous nous sommes retournés. C'était le général de Valois, l'oncle d'Antoine, un commandant légendaire, la poitrine couverte de médailles, au regard sévère. Le visage d'Antoine s'est légèrement éclairé à la vue de son oncle. Son sauveur était arrivé. « Mon oncle ?» dit Antoine, soulagé. « Je faisais la connaissance du capitaine Moreau. Il a reçu la Légion d'honneur ce soir. » Après avoir jeté un regard bref et dédaigneux à Antoine, le général se tourna vers moi. Son expression sévère s'adoucit, laissant place à un profond respect. Il joignit les talons et salua légèrement. « Capitaine Moreau » dit le général d'une voix forte et sincère. « C'est un honneur de vous rencontrer. Le colonel Dessène m'a parlé de votre manœuvre lors de l'opération en Somalie. Infiltrer cette crique cette nuit-là, c'était complètement fou, mais c'était une folie géniale. Merci, général, répondis-je. Le général se tourna ensuite vers Antoine. Son visage redevint impassible. J'espère que tu apprends quelque chose du capitaine, Antoine, dit-il d'une voix cinglante, car j'ai entendu dire que tu avais tenu la carte à l'envers lors du dernier exercice. Ce fut comme une gifle au milieu de la foule. Antoine devint rouge écarlate. Son oncle, son plus grand soutien, l'avait humilié devant tout le monde, et surtout devant moi. C'était une erreur, monsieur, murmura Antoine. Le général secoua la tête et se tourna vers moi. Excusez-moi, capitaine, mon neveu considère parfois l'uniforme comme un costume et l'armée comme un club social. J'espère que vous lui avez montré ce soir comment un vrai soldat doit se comporter. Je fixai Antoine du regard. À ce moment-là, j'aurais pu le détruire complètement. J'aurais pu raconter à son oncle les insultes qu'il m'avait lancées, ses remarques sur la délicate demoiselle. Sa carrière aurait pris fin à cet instant. Mais je ne l'ai pas fait, car le véritable pouvoir ne consiste pas à détruire son adversaire, mais à le laisser seul face à ses propres insuffisances. Le lieutenant était très intéressé, mon général, ai-je dit, avec un sourire fin et venimeux sur les lèvres. Il m'a donné des informations théoriques très précieuses sur l'art de la guerre. Il a vraiment beaucoup d'imagination. Le général éclata de rire. De l'imagination ? Oui, je crois que c'est la seule chose dont Antoine dispose en abondance. Lorsque le général s'éloigna, Antoine et moi restâmes seuls. Son visage était désormais cramoisi de honte. Je ne l'avais pas sauvé, je l'avais marqué du sceau de rêveur aux yeux de son oncle. Pour une carrière militaire, c'était pire que la mort. « Pourquoi ?» demanda Antoine après le départ de son oncle. Sa voix tremblait. « Pourquoi ne m'as-tu pas dénoncé ? Pourquoi n'as-tu pas répété mes paroles ?» Je me suis penchée vers lui. Il n'y avait que quelques centimètres entre nous. « Parce que, lieutenant, lui ai-je répondu, ta punition ne sera pas une note disciplinaire inscrite sur un bout de papier. Ta punition sera de voir, chaque fois que tu te regarderas dans un miroir, le vide dans cet uniforme. Et chaque soir, lorsque tu poseras ta tête sur l'oreiller, tu te souviendras comment une femme délicate t'a écrasé sans dire un mot. » J'ai pris mon sac. J'avais terminé mon travail à cette fête. Bonne soirée, lieutenant. Et n'oubliez pas,
Dans la guerre, la plus grande défaite est que votre ennemi ne vous prenne même pas au sérieux. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie. Le bruit de mes talons sur le sol en marbre a été le dernier son clair qu'Antoine a entendu cette nuit-là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce soir-là, je pensais sortir victorieux de ce bal. Je pensais qu'Antoine se retirerait dans son coin, l'ego blessé. Comme je me trompais, la soif de vengeance d'un homme orgueilleux peut être aussi dangereuse que ma froide colère. Le lendemain matin, l'enveloppe jaune que j'ai trouvée sur mon bureau au quartier général m'a montré que le jeu venait simplement de passer à un autre niveau. Si vous voulez savoir comment Antoine a planifié sa contre-attaque et comment j'ai répondu à cette manœuvre par un échec et mat, installez-vous confortablement et continuez à écouter. Activez vos notifications, car le champ de bataille, le A, est sur le point de quitter la salle de bal pour un endroit bien plus impitoyable, les couloirs du tribunal militaire. Le lundi matin à Paris, le bâtiment du ministère de la Défense à Ballard, que nous appelons la version française du Pentagone ou simplement l'Hexagone, commence généralement par l'odeur du café et les potins du week-end. Mais ce matin-là, il n'y avait pas d'odeur de café dans mon bureau. Il n'y avait que la froideur qui se dégageait de cette enveloppe jaune portant la mention confidentielle à titre personnel posée au milieu de mon bureau. L'ivresse de la victoire que j'avais connue pendant le week-end avait laissé place à la grisaille de la bureaucratie militaire. Le héros acclamé par tous, le vendredi soir, était devenu le lundi matin un sujet d'enquête. Mes mains n'ont pas tremblé en ouvrant l'enveloppe. On ne tremble pas en désamorçant une bombe, car si on tremble, on meurt. Cette enveloppe était une bombe placée dans ma carrière. J'ai lu le document officiel qui s'y trouvait. Chaque ligne était remplie de mots soigneusement choisis par des avocats malcouteux. Plaignant, lieutenant Antoine de Valois, objet, piégeage délibéré d'un subordonné par un supérieur hiérarchique, abus de pouvoir et harcèlement psychologique systématique. J'ai souri. Mais c'était un sourire amer et irritant. Antoine avait transformé la honte qu'il avait ressentie cette nuit-là en une histoire de victimisation. La requête disait « Le capitaine Moreau m'a délibérément attiré dans une conversation amicale en cachant son identité militaire et m'a encouragé à enfreindre le protocole militaire en ne mentionnant pas la différence de grade. Il a ensuite utilisé cette situation pour m'humilier devant des centaines de personnes et satisfaire son ego. Cela a porté atteinte à mon honneur et à ma réputation. » C'était incroyable, vraiment incroyable. Il présentait son arrogance comme si c'était ma faute. Il m'a trompé, car je me suis montrée stupide. Et il ne m'a pas arrêtée, disait-il en résumé. Mais le plus dangereux se trouvait dans le dernier paragraphe. Jusqu'à la fin de cette enquête, je demande que le capitaine Moreau soit suspendu de ses fonctions et que ses autorisations de sécurité soient suspendues. C'était là le véritable coup de grâce. Antoine ou ses conseillers savaient très bien qui j'étais. Je faisais partie du commando Hubert. J'étais donc prêt à partir à tout moment à l'autre bout du monde, sur un simple coup de fil. La suspension de mon habilitation de sécurité signifiait que je devais quitter mon commando, manquer des opérations, bref, que je me retrouvais hors jeu. On a frappé à ma porte. C'était le colonel Dessène, mon commandant d'équipe. Il avait l'air sombre. Il tenait dans sa main une copie de la même enveloppe jaune. « Claire, dit-il en fermant la porte et en s'effondrant sur une chaise. C'est quoi cette absurdité ? C'est le bruit d'un ego blessé, colonel, répondis-je calmement. Antoine de Valois essaie de se venger de la gifle qu'il a reçue vendredi soir. Le colonel Dessène prit une profonde inspiration. Je sais, j'étais là ce soir-là. J'ai vu que ce gamin était un vrai crétin. Mais le problème, Claire, c'est son père. Le sénateur de Valois, dis-je. Oui, il a appelé le ministère tôt ce matin. Il a laissé entendre que si aucune mesure n'était prise à l'encontre de cette femme officier qui harcèle mon fils, la commission budgétaire n'approuverait pas le nouveau projet de frégate du ministère. La situation devenait claire. Ce n'était plus une affaire entre Antoine et moi. C'était un bourbier où les mains sales de la politique se mêlaient à la discipline militaire. « Que veulent-ils que je fasse ?» demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. « C'est simple, » a répondu le colonel en détournant le regard. Ils veulent que tu présentes à Antoine des excuses informelles, en disant quelque chose comme « Il y a eu un malentendu, je ne voulais pas te blesser ». En échange, il retirera sa plainte. Le sang me monta à la tête. Des excuses ? Devais-je présenter des excuses à ce gamin gâté qui m'avait dit
Madame, cet endroit n'est pas pour vous, qui m'avait humiliée, qui ne savait pas ce qu'était la guerre, tout ça parce que son père était sénateur. Si vous avez déjà vécu ne serait-ce qu'une seule fois dans votre vie, ce moment détestable où l'on vous a demandé de vous taire pour ne pas troubler la paix, alors que vous aviez raison, écrivez jamais. Nasiha dans les commentaires, car c'est exactement ce que j'ai répondu. Je me suis levée, ma chaise a été repoussée bruyamment. Non, ai-je dit, ma voix a résonné dans les murs du bureau. Je ne m'excuserai pas, colonel. Si je m'excuse maintenant auprès de cet enfant, je devrais arracher cette médaille de ma poitrine et la jeter à la poubelle, parce que cette médaille m'a été décernée pour mon honneur, et des excuses injustifiées sont une véritable déshonneur. Le colonel Dessène m'a regardé. J'ai vu une lueur dans ses yeux, de la fierté, mais aussi de l'inquiétude. Claire, ces hommes sont dangereux. Ils vous enfermeront derrière un bureau. Ils mettront fin à votre carrière. Tout ça par pure obstination. Ce n'est pas de l'entêtement, colonel, dis-je en prenant l'enveloppe jaune posée sur la table et en la brandissant dans les airs. C'est une déclaration de guerre, et Antoine de Valois vient de commettre la plus grande erreur stratégique de sa vie. Comment ça? Il m'a accusé de harcèlement psychologique systématique. C'est une accusation qui nécessite des preuves. Cela signifie qu'il a demandé l'ouverture des dossiers antérieurs. Il s'est piégé lui-même. J'ai souri. Je me suis souvenu de la règle de Sun Tzu dont j'avais parlé à Antoine vendredi soir. Connais ton ennemi? Colonel, dis-je d'une voix glaciale, donnez-moi 24 heures. Je ne m'excuserai pas. Mais Antoine de Valois retirera lui-même sa plainte. Il la retirera même en suppliant. Le colonel m'a regardé un moment, puis a hoché la tête. Vous avez 24 heures, Claire, mais soyez prudente, si vous échouez, je ne pourrai pas vous protéger. Une fois le colonel sorti de la pièce, je pris mon téléphone. Antoine comptait sur le pouvoir de son père. Moi, j'avais un autre pouvoir, l'information. J'ai composé un numéro enregistré sous le nom de Fantôme dans mon répertoire. Il s'agissait de Marc, un ancien officier du renseignement et ancien camarade d'armes qui dirigeait aujourd'hui la meilleure agence de détectives privés de Paris. Claire, dit Marc en décrochant au deuxième appel. Si tu appelles à cette heure-ci, c'est soit qu'il y a un cadavre, soit que quelqu'un t'a énervé. La deuxième option, ai-je répondu. Mais il pourrait bientôt y avoir un cadavre au sens figuré. Je veux tout savoir sur le lieutenant Antoine de Valois, Marc, pas seulement son dossier officiel, son vrai dossier, ses dépenses, ses aventures dans les boîtes de nuit, les incidents étouffés à l'école militaire, en particulier tout ce qui concerne les femmes. Un enfant d'aristocrate, hein? Rit Marc. Ces types ont toujours des squelettes dans leur placard, Claire. Et généralement, ce sont des squelettes qui portent des costumes coûteux. Combien de temps j'ai? Jusqu'à ce soir, répondis-je. Demain matin, je comparaîtrai devant le conseil de discipline. Je dois avoir entre les mains une saleté que même son père ne pourra nettoyer. Message reçu, capitaine. La chasse est ouverte. Mais je raccrochai le téléphone. Je regardais par la fenêtre le ciel gris de Paris. Antoine avait voulu se lancer dans une guerre d'honneur avec moi. Mais il avait oublié une chose. J'étais un commando. Nous ne combattions pas proprement. Nous combattions pour gagner. Et j'étais sûre qu'il y avait une tache sombre dans le passé impeccable et brillant d'Antoine que je pourrais utiliser. Il me suffisait de trouver la bonne pierre. Le dossier que Marc m'avait envoyé ce soir-là était encore plus lourd que je ne l'avais imaginé. En regardant les photos et les documents qui s'affichaient sur mon écran d'ordinateur, j'ai eu la nausée, mais j'ai aussi ressenti le goût froid de la victoire. Antoine n'était pas seulement un enfant gâté, c'était un prédateur qui utilisait son grade pour détruire la vie des autres. Et demain matin, dans la salle du conseil de discipline, le chasseur deviendrait la proie. L'enveloppe jaune, je ne l'ai pas jetée à la poubelle. Je l'ai mise dans mon sac, comme le dernier clou que je planterai dans le cercueil d'Antoine. La salle du conseil de discipline, située au deuxième sous-sol du ministère de la Défense, est un endroit qui donne l'impression d'être dans une tombe. Elle n'a pas de fenêtre. Les murs sont recouverts de panneaux insonorisés et le système de ventilation fonctionne avec un bourdonnement sourd, comme s'il libérait petit à petit l'oxygène contenu à l'intérieur. C'est ici que les carrières se terminent en silence, que les insignes sont retirés et que les fiertés sont brisées.
Lorsque je suis entrée dans la salle, 3 colonels chevronnés étaient assis autour de la table. Au centre, le président du comité, le colonel Reynaud, regardait le dossier devant lui et semblait déjà s'ennuyer. À sa droite se trouvait le lieutenant-colonel Lemaire, que je savais être un ancien camarade de promotion du père d'Antoine. À sa gauche se tenait le major Cara, responsable des affaires juridiques, au regard sévère. Et dans le coin, Antoine. Ce matin-là, il était tiré à 4 épingles. Son visage arborait cette expression suffisante propre aux enfants qui se réfugient dans l'ombre de leur père. En me regardant, ses yeux brillaient de victoire. Il pensait que j'allais entrer, pleurer, m'accuser, et qu'il me pardonnerait en disant « Je vais faire preuve de magnanimité ». Quelle imagination pitoyable. « Capitaine Claire Moreau », dit le président du comité sans lever la tête. Le lieutenant Antoine de Valois a déposé plainte contre vous pour abus de pouvoir. Harcèlement moral systématique. Conformément à la procédure, nous sommes tenus d'entendre votre défense. Cependant, il me regarda par-dessus ses lunettes. D'après les informations qui nous sont parvenues, vous auriez l'intention de clore cette affaire déplaisante par une déclaration d'excuse. Est-ce exact? Antoine tout sauta légèrement et se redressa. La scène lui appartenait. Je pris une profonde inspiration. Je sortis de mon sac le dossier noir que Marc m'avait envoyé la veille au soir. Je le posai sur la table d'un geste sec. Ce bruit couvrit même le ronronnement de la climatisation dans la pièce. « Vous vous trompez, monsieur le président », dis-je d'une voix calme qui glaça la pièce. « Je ne suis pas venu ici pour présenter des excuses. Je suis venu ici pour expliquer pourquoi le lieutenant de Valois doit immédiatement retirer sa plainte et démissionner honorablement. » L'atmosphère de la pièce changea instantanément. Le lieutenant-colonel Lemaire fronça les sourcils. « Capitaine, vous dépassez les bornes. Ce n'est pas une table de négociation. »« Absolument pas, » répondis-je. « C'est ici que l'on discute des faits. Et les faits, contrairement à ce que le lieutenant écrit dans sa requête, ne font état d'aucun préjudice. » Je me suis tournée vers Antoine. Son sourire victorieux s'était figé sur son visage. Ses yeux étaient rivés sur le dossier noir posé sur la table. Il avait instinctivement senti le danger. « Lieutenant, dis-je, comme si je parlais de la météo, vous vous souvenez du nom de Sophie Dubois ?» Antoine devint aussi pâle qu'un cadavre. Ses mains se crispèrent sur le banc, sur le bord de la table. « Elle, qui est-ce que c'est ?» balbutia-t-il. « Je ne la connais pas. » J'ouvris le dossier. J'en sortis une photo et la glissai devant le président du comité. « Sophie Dubois ?» ai-je poursuivi sans quitter Antoine des yeux. En 2019, elle était une élève prometteuse à l'Académie militaire de Saint-Cyr. Elle était première de sa classe. Mais 2 mois avant l'obtention de son diplôme, elle a soudainement quitté l'école pour des raisons psychologiques. Son dossier a été scellé. Le président du comité a écarquillé les yeux en regardant la photo. « J'ai parlé à Sophie hier soir », ai-je dit. Ce n'était pas un mensonge, c'était Marc qui lui avait parlé, mais l'effet était le même. Et elle m'a raconté comment un jeune lieutenant, venu à l'époque à l'école en tant qu'assistant formateur invité, l'avait harcelé, l'avait convoqué dans son bureau et, après avoir été rejeté, avait utilisé son influence pour faire établir de faux rapports disciplinaires à son sujet. Ce lieutenant, c'était Antoine de Valois. « Mensonge !» s'écria Antoine en se levant d'un bond. « C'est une calomnie. Si mon père apprend cela... » Votre père était déjà au courant, lieutenant, l'ai-je interrompu en élevant la voix. C'est pour cela que le dossier de Sophie a été scellé. C'est pour cela que la pauvre fille a été réduite au silence. Mais vous oubliez une chose, les traces numériques ne s'effacent pas. Je sortis une clé USB du dossier et la brandis en l'air. Cette clé contient les messages de menaces que vous avez envoyés à Sophie à l'époque, les emails et les enregistrements des caméras de surveillance du couloir du foyer, de la nuit où vous avez tenté d'entrer dans la chambre de Sophie. Oui, les hommes de votre père ont peut-être effacé les enregistrements originaux, mais Sophie était une fille intelligente. Elle en avait gardé une copie. Antoine s'est effondré. Ses jambes ne pouvaient plus le porter. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Le président du comité a posé son stylo sur la table. Le lieutenant-colonel Lemaire a détourné la tête d'Antoine avec dégoût. « C'est du chantage », murmura Antoine. Sa voix tremblait, ses yeux étaient remplis de larmes. « Non, lieutenant », dis-je en m'approchant de lui. « Le chantage, c'est pour obtenir un avantage. Je ne vous demande ni argent ni promotion. C'est la justice qui est enfin rendue. »
Le président Reynaud s'éclaircit la gorge. Sa voix n'était plus tendue, mais nerveuse. Capitaine Moreau, ces preuves, si elles sont transmises au procureur, cela dépend entièrement de la décision du lieutenant, monsieur le président, répondis-je. Je fixai Antoine du regard. Vous avez deux options, lieutenant. Premièrement, vous retirez immédiatement votre plainte et vous démissionnez de l'armée pour raison de santé. Je garde ce dossier et Sophie peut continuer à vivre en paix. Je fis une pause, puis assénai le coup de grâce. 2. Vous maintenez votre plainte. Je remets alors ce dossier au procureur militaire et, plus important encore, à un ami qui travaille au journal Le Monde. Demain matin, toute la France lira le titre « Le fils du sénateur et le scandale du harcèlement sexuel étouffé ». Si vous voulez voir le moment où l'âme d'un homme quitte son corps, vous auriez dû regarder Antoine à cet instant. L'aristocrate arrogant et intouchable avait disparu, remplacé par un petit enfant tremblant de peur. Son regard se posa sur le colonel Lemaire, un vieil ami de son père, comme pour lui demander de l'aide. Mais le colonel secoua la tête. « Ne me mêle pas à ça, mon garçon, cette affaire te dépasse. » Antoine prit le papier et le stylo devant lui, les mains tremblantes. Les larmes coulant sur ses joues, il déchira la requête. Puis, d'une écriture tremblante, il commença à rédiger sa lettre de démission. Je me dirigeai vers la porte de la pièce. Au moment de sortir, je m'arrêtai et regardai Antoine par-dessus mon épaule. « Je te l'avais dit, lieutenant, murmurai-je. Cet endroit n'est pas fait pour les hommes délicats comme toi. Le champ de bataille est impitoyable, et les blessures les plus profondes sont celles qui ne se voient pas de l'extérieur. » J'ouvris la porte et sortis. L'air du couloir était beaucoup plus pur que celui de l'intérieur. Je pris une profonde inspiration. La victoire ? Oui, mais ce n'était pas seulement ma victoire. C'était la victoire de Sophie et de toutes ces femmes, fragiles et silencieuses, que des hommes comme Antoine avaient écrasées. Mais vous pensez que l'histoire s'arrête là ? Non. Antoine était tombé, mais la puissance derrière lui, son père, le sénateur de Valois, n'était pas du genre à laisser la femme qui avait causé la perte de son fils s'en tirer comme ça. Mon téléphone a vibré, numéro inconnu. J'ai décroché. La voix à l'autre bout du fil était âgée, métallique et très en colère. « Capitaine Moreau, j'ai entendu dire que vous aimiez jouer aux échecs. Mais en renversant le roi, vous avez oublié le fou. » Le sénateur était entré en jeu. Et cette fois, ce n'était pas ma carrière qui était en jeu, mais ma vie. Dans un instant, je vais vous raconter comment, alors que j'étais le chasseur, je suis soudainement devenue la proie la plus recherchée et comment cette course-poursuite haletante a commencé dans les rues de Paris. Abonnez-vous, car les choses vont vraiment se compliquer. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Pas de peur, mais d'adrénaline. La voix du sénateur Valois, cette voix métallique et sans âme, résonnait dans mes oreilles. Vous avez oublié le fou. Le vizir est la pièce la plus puissante aux échecs. Il peut aller dans la direction qu'il veut, avancer autant qu'il le souhaite. Le sénateur était exactement cela, une puissance capable de dépasser les limites de la loi, de la bureaucratie et même du monde criminel. Antoine n'était qu'un pion gâté. Son père était celui qui menait le jeu. La première chose que j'ai faite a été d'éteindre mon téléphone, d'en retirer la batterie, de casser la carte SIM et de la jeter dans la bouche d'égout la plus proche. Si le sénateur avait agi aussi rapidement, le signal de mon téléphone était déjà devenu une cible. Je me suis mise à marcher sur le large boulevard devant le ministère. Paris était gris, le ciel menaçait de pleurer. Et je commençais à comprendre que la victoire que je venais de remporter était en fait une déclaration de guerre. En tant qu'officier de renseignement, notre première règle est « ne te retourne jamais ». J'ai vérifié les reflets dans les vitrines. J'ai cherché un mouvement qui ne correspondait pas au rythme de la foule. Et cela ne m'a pris que 30 secondes. Un homme d'âge moyen vêtu d'un imperméable gris. Il fait semblant de lire le journal, mais ses yeux sont constamment rivés sur moi. 50 mètres derrière lui, un homme plus jeune et plus athlétique vêtu d'une veste en cuir noir. Et de l'autre côté de la rue, une berline noire qui roule à la même vitesse que moi malgré la circulation. C'étaient des professionnels. Pas des gardes du corps ordinaires, mais des mercenaires formés à la filature et à la surveillance, probablement d'anciens militaires ou agents secrets. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai serré les orteils dans mes élégantes chaussures à talons. Je ne pouvais pas courir avec ces chaussures, mais je pouvais me battre avec.
Si vous avez déjà eu l'impression que le système en lequel vous aviez confiance vous avait tourné le dos et que vous vous retrouviez seul dans une grande ville, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Car ce que vous allez voir n'est pas le désespoir d'une femme, mais l'art de survivre d'un commando. Je me suis dirigée vers la station de métro, la station Concorde. Il y avait beaucoup de monde. Pour moi, c'était un refuge. Pour eux, c'était le chaos. J'ai passé ma carte dans le tourniquet. Refusé. J'étais surpris. J'ai réessayé. Carte bloquée. Veuillez contacter Vancon. J'ai essayé une autre carte de crédit. Même message. J'ai souri. Un sourire amer. Le sénateur travaillait vite. Non seulement il m'avait mise à dos, mais il m'avait aussi coupé les vivres. Je n'étais plus qu'un fugitif sans argent, sans téléphone et traqué. J'ai sauté par-dessus le tourniquet. Le gardien de sécurité a crié, mais je m'en fichais. J'ai commencé à descendre les escaliers en courant vers le quai. Les pas derrière moi se sont accélérés. Ils ne se cachaient plus. La chasse avait commencé. Quand je suis arrivée sur le quai, le train n'était pas encore là. Je me suis mêlée à la foule. J'ai vu l'homme au manteau gris. Il se frayait un chemin à travers la foule, comme un requin. Sa main droite était dans la poche intérieure de sa veste. Une arme, probablement. Il restait 2 minutes avant l'arrivée du train. 2 minutes, c'était toute une vie. Je me suis dirigée vers les toilettes pour femmes. C'était un geste classique mais efficace. L'espace confiné annulait la supériorité numérique. J'ai eu de la chance, elles étaient vides quand je suis entrée. J'ai immédiatement retiré mes chaussures à talons. J'ai pris le lourd flacon de parfum à corps métallique qui se trouvait dans mon sac. La porte s'est ouverte. L'homme au manteau gris est entré. Il tenait un pistolet avec un silencieux. « Capitaine !» a-t-il dit en me regardant dans le miroir. Sa voix était glaciale. « Le sénateur veut que vous ayez un accident. Cela peut être indolore. Si vous ne résistez pas, dites au sénateur, » ai-je répondu, mon calme surprenant l'homme. Je ne crois pas aux accidents, je crois au destin. Au moment où l'homme leva son arme, je lançai de toutes mes forces le flacon de parfum que je tenais dans ma main contre le miroir. Le miroir éclata dans un grand bruit. Alors que les éclats de verre volaient dans les airs, l'homme protégea instinctivement son visage. Cette seconde d'aveuglement m'a suffi. Je me suis précipitée pieds nus vers lui, je lui ai saisi le poignet et l'ai retourné. Le bruit des os qui se brisent a résonné dans les toilettes carrelées. L'arme est tombée par terre. Je lui ai donné un coup de genou dans le ventre, puis un coup de coude dans la tempe. L'homme s'est effondré. Il ne bougeait plus. Je n'ai pas ramassé l'arme qui gisait par terre. Si je l'avais utilisée, je n'aurais pas pu invoquer la légitime défense. Je serais devenu un meurtrier. C'était d'ailleurs ce que voulait le sénateur, me transformer en criminel. J'ai fouillé les poches de l'homme. Une carte d'identité, DST, direction de la surveillance du territoire. Mon sang s'est glacé. Ceux qui me poursuivaient n'étaient pas des tueurs à gages. Ceux qui me poursuivaient étaient des agents secrets de mon propre gouvernement. Le sénateur utilisait le pouvoir de l'État pour assouvir sa vengeance personnelle. Je n'étais plus seulement une personne indésirable, j'étais traitée comme un traître à la patrie. Je suis sortie des toilettes. Le train était arrivé, les portes étaient sur le point de se fermer. Je me suis précipitée à l'intérieur au dernier moment. Les portes se sont fermées. En regardant par la fenêtre, j'ai vu l'autre homme en veste de cuir noir sur le quai, qui me regardait avec colère. Il disait quelque chose dans son talkie-walkie. Lorsque le train est entré dans le tunnel, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Mes cheveux étaient en bataille. J'avais les pieds nus. Mes vêtements étaient sales. Le capitaine élégant, décoré de la Légion d'honneur, avait disparu. À sa place, il y avait un chasseur acculé, avec une lueur sauvage dans les yeux. Je suis descendue à la station suivante. Je devais me rendre au bureau de Marc. Il pouvait m'aider. Un logement sûr, un passeport en règle, un peu d'argent liquide. Il s'était mis à pleuvoir. J'ai couru dans les rues de Paris en me réfugiant dans l'ombre. Je me suis arrêtée dans la rue où se trouvait le bureau de Marc. La rue était remplie de voitures de police. Des rubans « zone interdite » avaient été installés. Il y avait une ambulance devant la porte. Et on sortait un corps recouvert d'un drap sur une civière. Mon cœur s'est arrêté de battre. « Marc ?» j'ai entendu un policier dire.
Il y a eu une fuite de gaz dans le bureau. Il y a eu une explosion. L'homme qui se trouvait à l'intérieur n'avait aucune chance. Matanex. Des larmes ont coulé de mes yeux. Elles se sont mélangées à la pluie. Marc était mort, à cause de moi. Le sénateur ne visait pas seulement moi, mais tous ceux qui pouvaient m'aider. Ce n'était pas un jeu d'échecs, c'était un massacre. Je me suis retirée, je me suis réfugiée dans une ruelle sombre. J'étais mouillée, frigorifiée et seule. Paris, cette ville lumineuse et romantique, s'était transformée en un monstre qui me montrait les dents. Mais là, parmi les poubelles et la pluie, quelque chose a changé en moi. La peur a laissé place à une haine pure et distillée. Le sénateur de Valois avait voulu utiliser son vizir pour renverser mon roi, mais il avait oublié une chose. Je n'étais pas un roi, je n'étais pas un vizir. J'étais le joueur qui renversait toutes les pièces du jeu d'échecs et les lançait sur la tête de son adversaire. J'ai sorti de ma poche le talkie-walkie crypté que j'avais volé dans les toilettes. C'était risqué, il pouvait suivre le signal. Mais je n'avais pas le choix. J'ai allumé le talkie-walkie. J'ai réglé la fréquence sur le canal d'urgence connu uniquement de l'équipe Commando Hubert, le canal fantôme. J'ai appuyé sur le bouton. Ici, le capitaine Moreau, ai-je dit d'une voix métallique, sans trembler. Code rouge, je répète. Code rouge, l'ennemi est à l'intérieur et la chasse est ouverte. Silence. Seulement des grésillements. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Alors que mes espoirs s'évanouissaient, une voix familière et grave s'éleva au milieu des grésillements. Message reçu, capitaine, la meute se met en route. Donnez-moi votre position. J'ai souri. Le sénateur avait peut-être de l'argent, de l'influence et des agents. Mais moi aussi, j'avais des frères. Vous allez maintenant assister à la grande contre-attaque qui va bouleverser Paris. Plus question de se cacher. Plus question de se défendre. Les commandos descendent dans la ville. Et croyez-moi, aucune immunité sénatoriale ne pourra vous protéger de la colère d'une équipe de commandos. Ouvrez vos notifications. La ville est sur le point de brûler. Le sous-sol de Paris est bien plus sûr que la surface si vous connaissez les chemins. J'attendais dans ce point aveugle, invisible même sur les cartes, où se croisent le réseau d'égouts et les anciens tunnels du métro. Je n'avais pas froid, je n'avais pas peur. J'étais simplement passée en mode terrain, comme d'habitude. J'avais enfermé toutes les pensées inutiles qui encombraient de mon esprit. Antoine, le bal, le sénateur, la mort de Marc, dans une pièce verrouillée. À présent, seule la mission comptait. Au bout du tunnel, j'ai vu le clignotement rythmique d'une lampe torche. 3 clignotements courts, un long. C'était le code ami du commando Hubert. 4 ombres sont apparues dans l'obscurité, silencieuses, rapides et mortelles. Le premier, mais elle était le sergent Luc, surnommé l'ours. Un homme de 2 mètres, bâti comme une montagne. En me voyant, son visage impassible ne s'est pas adouci, mais l'inquiétude dans ses yeux a laissé place à une colère pure. « Capitaine », dit-il, sa voix résonnant dans le tunnel. « Rapport de situation ? » ?»« La situation est critique, Luc, répondis-je. Le sénateur de Valois utilise une cellule au sein de la DST. Marc a été tué. Je suis considéré comme un fugitif dangereux. Et toute la police parisienne est probablement à ma recherche en ce moment même. Luc regarda les 3 autres commandos derrière lui. Notre tireur d'élite. Viper, notre expert en technologie Ghost, et notre spécialiste en démolition TNT. Ils étaient tous en civil, mais leur posture, les sacs qu'ils portaient et l'expression de leurs yeux criaient qu'ils étaient prêts pour le combat. Nous nous moquons de la chaîne de commandement, capitaine, dit Luc en posant le lourd sac qu'il tenait à la main. Il nous appartient de réclamer la tête de ceux qui ont touché à notre frère. Matem. Il ouvrit le sac. À l'intérieur, il n'y avait pas ma robe de bal, mais ma véritable identité. Un pantalon tactique noir, un gilet en kevlar, une mitrailleuse légère, des lunettes de vision nocturne et du matériel de communication. Sans hésiter, j'ai retiré cette robe en soie déchirée et ces chaussures à talons cassés. Dans ce tunnel sombre, la délicate Claire est morte. À sa place, le capitaine Moreau, bateau aîné. En fermant la fermeture éclair de ma veste, je ne m'étais jamais sentie aussi forte de ma vie. Ghost, ai-je dit en mettant mes écouteurs. Marc a dû me laisser quelque chose avant de mourir. Il ne mourrait jamais sans avoir tout prévu. Ghost a ouvert son ordinateur portable et ses doigts ont commencé à courir sur le clavier. Je suppose que Marc a mis une clé mortuaire sur ses serveurs, capitaine.
Si son cœur s'arrête de battre, il envoie automatiquement des données à une adresse précise. Attendez une seconde. Oui, il y a un signal, mais les données sont cryptées. Ou les données ne sont pas dans le cloud. Elles sont verrouillées dans un emplacement physique. Les coordonnées indiquent moi que la propriété privée du sénateur de Valois à Neuilly-sur-Seine. Plus précisément, la cave à vin située sous la propriété. Je souris. La cave à vin, l'endroit où les hommes comme Antoine cachent leurs trésors les plus précieux. C'est donc là qu'il cache ses secrets inavouables, dis-je. Ce serveur doit contenir des preuves qu'il utilise la DST comme son propre homme de main. Si nous récupérons ces données, c'en est fini du sénateur. Mais c'est une forteresse, capitaine, dit Vipère. Il y a des gardes privés, probablement des agents du DST, et des caméras thermiques. J'ai chargé mon arme. Ce clic métallique était la plus douce des mélodies dans le tunnel. Le bal est terminé, les enfants, dis-je. C'est à notre tour de danser. Le sénateur voulait un accident. Donnons-lui le plus grand désastre de sa vie. Une demi-heure plus tard, le manoir du sénateur, périphérie extérieure. La pluie s'était intensifiée. C'était un avantage pour nous, car elle masquait nos bruits et notre chaleur. Vipère s'était posté au sommet d'un grand arbre qui surplombait le manoir. 6 patrouilles dans le jardin, a-t-il dit dans la radio. 2 à l'entrée, 4 qui font des rondes. Ils sont armés comme des pros. Ce ne sont pas des agents de sécurité, mais des mercenaires. Luc, TNT, passez par la porte arrière. Détruisez le générateur. L'obscurité est notre allié, ordonnai-je. Compris. Ghost et moi étions près du tuyau d'évacuation des eaux pluviales qui menait au bâtiment principal. Un tuyau vieux, étroit et sale. Un endroit où la femme délicate d'Antoine n'aurait jamais mis les pieds. Nous nous sommes glissés à l'intérieur. 5 minutes plus tard, nous étions dans le sous-sol du manoir. Le générateur est en train d'être désactivé. 3, 2... Et le manoir fut plongé dans l'obscurité. Au même moment, des cris de panique se firent entendre. Que se passe-t-il? Les lumières sont éteintes. Vérifiez le circuit. Nous avons mis nos lunettes de vision nocturne. Le monde séparé de tons verts et noirs. Nous avions désormais l'avantage. Ils étaient aveugles, tandis que nous voyions tout. Alors que nous avancions dans le couloir, Luc neutralisa le premier garde qui se présenta à nous d'un seul geste silencieux. On n'entendit même pas le bruit que fit l'homme en tombant au sol. C'était ça, le professionnalisme. Nous sommes arrivés à la porte de la cave à vin. Ghost a connecté un appareil au verrou électronique, un lecteur biométrique, a-t-il expliqué. Il nous faut l'empreinte digitale du sénateur. Ou alors, dit TNT en sortant un petit tube de pâte explosive de son sac. Une clé à l'ancienne. Et il faut rester silencieux, ai-je dit. Ne vous inquiétez pas, capitaine. C'est un explosif silencieux. Il ne fait que faire fondre la serrure. L'explosion n'était pas plus bruyante que celle d'un bouchon de champagne. La porte s'est ouverte. Lorsque nous sommes entrés, nous n'avons pas trouvé de bouteilles de vin comme nous nous y attendions, mais d'énormes serveurs et écrans alignés le long des murs. Ce n'était pas une cave, mais un centre de renseignement. Le sénateur y conservait non seulement ses propres secrets, mais aussi ceux de ses rivaux français. Ghost copie les données, toutes, ai-je dit. En particulier, celles qui concernent la mort de Marc et mon ordre d'exécution. Ghost s'est connecté au système. Capitaine, c'est plus grave que nous le pensions. Le sénateur n'utilise pas seulement le DST. Il est également en négociation avec un service de renseignement étranger. Il vend les plans du nouveau projet de frégate. Mon sang se glaça. Il ne s'agissait pas seulement d'une affaire de harcèlement moral. Il s'agissait de trahison. Le sénateur Valois n'était pas un père qui tentait de sauver la réputation de son fils, mais un traître qui vendait son pays. Et Antoine, cet idiot, probablement inconscient des agissements de son père, ne faisait que dépenser son argent. Copie à 80%, dit Ghost. À ce moment-là, la voix de Vipère retentit dans la radio, mais elle n'était pas calme comme d'habitude. « Capitaine, des voitures noires approchent. Elles sont très nombreuses. Et... merde, il y a un drone dans les airs. Ils nous ont repérés avec une caméra thermique. » Le sénateur n'était pas tombé dans notre piège. Il nous attendait. L'un des écrans s'est soudainement allumé, et le visage du sénateur Valois est apparu. Il était assis dans son bureau stérile et froid. « Capitaine Moreau, dit le sénateur en nous regardant à l'écran, j'admire votre courage.
Mais je plains votre intelligence. Je savais que vous pourriez entrer là-bas. Le système de marque était un leurre. J'ai laissé la porte ouverte pour que vous puissiez récupérer les données. Pourquoi? Demandai-je en pointant mon arme vers l'écran. Parce que, répondit le sénateur en souriant, vous allez être pris en flagrant délit de vol de secret d'État dans cette pièce. L'équipe à l'extérieur n'est pas la DST. L'équipe à l'extérieur est une équipe antiterroriste. Ils vous exécuteront en tant qu'agents étrangers. Personne ne croira que vous êtes des héros. Tout le monde se souviendra de vous comme de traîtres ayant vendu leur pays. Des sirènes et des annonces « Rendez-vous » ont commencé à retentir à l'extérieur. Le piège était parfait. Si nous ne pouvions pas sortir d'ici avec les données en notre possession, l'histoire nous qualifierait de traîtres. Luc m'a regardé. « Capitaine, quels sont vos ordres? Allons-nous mourir en combattant ?» Je regardais l'écran, le visage arrogant du sénateur, puis je me tournai vers Ghost. « Ghost, dis-je, arrête de copier les données. »« Quoi ? Arrête de copier les données, ai-je répété d'une voix glaciale et déterminée. Passe en direct, connecte le serveur du sénateur à toutes les chaînes nationales, sites d'information et plateformes de réseaux sociaux français. En... Ghost sourit. Ce serait une bombe nucléaire numérique, capitaine. Alors fais-la exploser, ai-je répondu. Sourire du sénateur s'est figé. Que faites-vous? Vous ne pouvez pas faire ça. Vous venez de le dire, sénateur, dis-je en regardant la caméra. Vous avez oublié le vizir. Je vous ai dit que je n'étais pas le vizir. Je suis le trouble-fête. Bah c'est Dieu, ça me met en... Ghost appuya sur le bouton. La diffusion a commencé, capitaine. En ce moment même, 60 millions de Français regardent en direct tout ce qui se trouve sur l'ordinateur du sénateur. Les plans qu'il a vendus, les ordres d'exécution qu'il a donnés. Mais, et la vidéo du meurtre de Marc? L'écran du sénateur s'est éteint. Il avait probablement débranché la prise dans un accès de panique, mais il était trop tard. Les sirènes dehors n'avaient pas changé, mais l'atmosphère était différente. Maintenant, dis-je à mon équipe, avant que la brigade antiterroriste n'entre, nous ne nous rendons pas, nous les accueillons, car ce n'est plus nous qui sommes les traîtres. Le traître, c'est celui qui les a envoyés ici. J'ai baissé mon arme et j'ai mis les mains sur la tête. Mais ce n'était pas un signe de reddition. C'était mon plus grand bluff. Si nous sortions vivants de là, la France serait bouleversée. Mais si nous n'y parvenions pas, au moins, tout le monde connaissait la vérité. Vous allez maintenant assister au chaos qui a suivi la diffusion en direct, au moment où Antoine a appris la trahison de son père, et au grand tribunal installé devant le peuple, et non dans une salle d'audience. Pour ceux qui pensaient que le jeu était terminé, la véritable finale commence maintenant. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'on lance 10 bombes flash dans une pièce en même temps? Le monde devient blanc, les sons disparaissent, il ne reste qu'un sifflement aigu dans vos oreilles. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque la porte de la salle des serveurs du sénateur a explosé et que la brigade antiterroriste a fait irruption. À terre! Lâchez vos armes! À terre! J'étais aveuglée, mais mes mouvements étaient réflexifs. J'ai lentement posé mon arme par terre et je me suis mise à genoux. Luc, Vipère, Ghost et Tanté ont fait de même. Nous avions les mains sur la tête, mais aucun d'entre nous n'avait peur. Car sur les écrans géants derrière nous, la trahison du sénateur Valois était toujours diffusée en direct. Le canon était appuyé contre ma tempe. Un policier raid masqué de noir, gigantesque, s'était jeté sur moi. « Ne bouge pas !» cria-t-il. « Si tu bouges, je tire. Vous pouvez tirer !» ai-je répondu calmement. Ma voix était claire, même dans ce chaos. « Mais regardez d'abord l'écran derrière vous, monsieur l'agent. Parce que l'homme que vous essayez de protéger en ce moment même vend votre prime de retraite à l'ennemi. » Le policier a hésité. À ce moment-là, la voix du sénateur a résonné sur les autres écrans de la pièce. Ghost avait mis en boucle l'enregistrement le plus accrocheur. La voix du sénateur: « Envoyez l'équipe RID là-bas. Quand ils entreront, personne ne doit sortir vivant. On dira qu'ils étaient des terroristes. Les Russes ont déjà une copie des plans de la frégate. Transférez l'argent en Suisse. » Le canon s'éloigna lentement de ma tempe. L'air de la pièce passa de l'odeur de la poudre à celle de la honte. Le policier qui me tenait tourna lentement la tête vers l'arrière. Sur l'écran, on voyait une photo du sénateur serrant la main d'un officier des services secrets étrangers. Une annonce passa à la radio, mais ce n'était pas la voix du sénateur, c'était celle du ministre de l'Intérieur. « À toutes les unités,
Arrêtez l'opération, je répète, arrêtez l'opération, la cible a changé, la cible est désormais le sénateur Henri de Valois. Le policier retira son masque. C'était un jeune homme, son visage exprimait la surprise et la colère. Il m'aida à me relever, mais il ne me passa pas les menottes. Capitaine, dit-il d'une voix tremblante, nous ne savions pas. Je sais, répondis-je en époussetant mes vêtements. Vous n'avez fait que suivre les ordres, mais parfois, le geste le plus patriotique est de désobéir à un ordre erroné. Bon, bon, à ce moment-là, à l'autre bout de Paris, dans la boîte de nuit, l'Arc. Antoine se tenait dans sa loge, une bouteille de champagne à la main. Il était entouré de ses flagorneurs habituels. Confiant dans le pouvoir de son père, il se moquait du fait que j'étais un criminel recherché. « Vous avez vu ?» disait-il en riant. « Cette femme est finie, mon père a réglé son compte. » Et à ce moment précis, les clips musicaux diffusés sur les écrans géants de la boîte de nuit s'interrompirent. À leur place apparurent les mots « dernière minute ». Dernière minute et le visage de son père. En bas de l'écran, des lettres rouges annonçaient « Le sénateur de Valois accusé de trahison, aveu en direct ». La musique s'est arrêtée, des centaines de personnes qui dansaient se sont figées et ont fixé les écrans. La bouteille qu'Antoine tenait à la main a glissé et s'est tombée par terre. Cling, le bruit a résonné comme une bombe dans le silence. Ses amis commencèrent à s'éloigner les uns après les autres. Personne ne voulait être vu aux côtés du fils d'un traître à la patrie. Les filles qu'il admirait quelques instants auparavant le regardaient désormais avec dégoût. L'un d'eux sortit son téléphone et commença à filmer Antoine, effondré. « Non, » murmura Antoine, « c'est un mensonge, c'est un montage. » Mais sur l'écran, la voix de son père, cette voix en laquelle il avait tant confiance, racontait comment il avait vendu le pays morceau par morceau. Pour la première fois de sa vie, Antoine se sentait nu dans son costume coûteux. L'empire de son père s'était effondré. Et Antoine était le premier à se retrouver sous les décombres. De nouveau, le manoir. Lorsque nous sommes sortis du manoir, la pluie avait cessé. Le jardin était éclairé par les gyrophares bleus et rouges de la police. Mais cette fois, les sirènes ne retentissaient pas pour nous. Devant la porte, le sénateur de Valois, les mains menottées dans le dos, était embarqué dans un véhicule de police. L'homme fier et arrogant avait disparu, remplacé par un vieillard courbé et effrayé. Il m'aperçut. Nos regards se croisèrent. Je ne lui dis rien, ni insulte, ni cri de victoire. Je levai simplement la main et fis un geste comme pour renverser un pion imaginaire. Échec et mat. Le sénateur a baissé la tête et a été poussé à l'intérieur du véhicule. Luc s'approcha de moi. Son visage était couvert de suie et de poudre, mais il souriait. « Capitaine, dit-il, Ghost vient de vérifier les informations. La population est descendue dans la rue. Tout le monde scande le nom du commando Hubert. Je crois que nous ne sommes plus une équipe secrète. Parfois, ai-je répondu en regardant le ciel, il faut sortir de l'ombre, Luc, pour que tout le monde puisse apprécier la lumière. Ce soir-là, alors que nous marchions dans les rues de Paris, les gens nous applaudissaient, avec nos vêtements sales, nos visages fatigués. J'étais 1000 fois plus belle que dans ma tenue chic du bal, car cette fois, ce n'était pas un accessoire, mais ma véritable identité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Antoine était toujours en liberté. Son père était en prison, mais Antoine n'avait pas encore réglé ses comptes. Et Sophie, cette innocente jeune fille renvoyée de l'académie, elle n'avait pas encore été réhabilitée. La justice ne consiste pas seulement à punir le coupable. La justice consiste à panser les blessures de la victime. Je vais maintenant vous raconter la dernière confrontation qui s'est déroulée non pas dans la salle d'audience, mais devant la porte d'Antoine. Quand un empire s'effondre, qui nettoie les décombres? Et quand Antoine a tout perdu, quel genre d'homme reste-t-il? Préparez vos mouchoirs, car ce que vous allez entendre dans un instant n'est pas de la colère, mais une pure leçon d'humanité. À Paris, les cris de victoire avaient laissé place au fonctionnement froid de la bureaucratie. Cela faisait une semaine que le sénateur de Valois avait été arrêté. Les médias faisaient la une avec tous les secrets sordides de cette famille, autrefois intouchable. Mais je me moquais des gros titres. Mon travail consistait à terminer proprement ce que j'avais commencé. À 10h du matin, je me trouvais devant le célèbre appartement luxueux d'Antoine, dans le 16e arrondissement. La porte était ouverte. L'intérieur ressemblait à un champ de bataille. Sans belle.
Mais cette fois, il n'y avait pas de soldats, seulement des huissiers. Dans le cadre d'une saisie conservatoire des biens acquis grâce à des revenus illicites, la vie d'Antoine était un rendement, était en train d'être mise en carton. Ses tableaux, coûteux, ses meubles design, ses lustres en cristal, tout avait été transformé en numéros d'inventaire. J'ai trouvé Antoine assis au milieu du salon, sur la seule chaise qui n'avait pas encore été emportée. Il portait une chemise froissée. Il n'était pas rasé. Il avait les yeux cernés. Il ne restait plus de ce lieutenant arrogant et parfumé qu'une ombre effrayée. Il sursauta en me voyant. Il essaya de se lever, mais n'en avait pas la force. « Je pensais que tu ne viendrais pas, » dit-il d'une voix sèche et cassée. « Tu es venu faire ton tour d'honneur, capitaine, ou donner le coup de grâce ?» Je suis entrée. Le bruit de mes talons sur le parquet résonnait dans la maison vide. « Donner le coup de grâce n'est pas digne d'un homme tombé, Antoine, » ai-je dit calmement. « Je suis un soldat, pas un bourreau. » Je m'approchai de lui. Je regardai autour de moi. « Où sont tes amis ?» demandai-je. « Ceux qui buvaient ton champagne dans ce salon? Ceux qui t'appelaient mon frère ?» Un sourire amer se dessina sur son visage. Ils ne répondent même pas à mes appels. Quand les comptes de mon père ont été gelés, leur amitié s'est figée aussi, je suppose. C'était une fin prévisible. La loyauté achetée avec de l'argent prend fin quand l'argent s'épuise. J'ai sorti un dossier de mon sac. C'était le dernier document que Marc avait préparé avant de mourir, et il y avait quelqu'un d'autre avec lui. Une jeune femme sobrement vêtue, la tête haute, qui venait d'entrer. Sophie. Antoine a pâli encore plus en voyant Sophie. Il a dégluti, il a détourné les yeux. « Regarde-la, Antoine, » dis-je, sans élever la voix, mais d'un ton autoritaire. « Regarde son visage. Regarde la femme à qui tu as gâché la carrière et dont tu as bafoué l'honneur. » Antoine ne pouvait pas lever la tête. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Les excuses servent à apaiser ta conscience, » lui dis-je. « Nous voulons que justice soit faite. » Je posai le dossier sur ses genoux. « Voici le document qui rétablit la réputation de Sophie. Et voici ta confession officielle dans laquelle tu reconnais les calomnies que tu as proférées à son encontre. Tu vas signer ce document, mais pas seulement cela. Tu accepteras également de verser à Sophie une indemnité suffisante pour couvrir ses frais de scolarité et les années qu'elle a perdues. » Antoine regarda le dossier. « Je n'ai pas d'argent, » dit-il désespéré. « Ils m'ont tout pris. »« Pas tout, » dis-je. « Nous savons que ta mère t'a laissé une petite maison au bord de la mer qui n'appartient pas à ton père. Tu vas la vendre et tu vas payer Sophie ce qui lui est dû. » Antoine fut surpris. « Comment le savez-vous ?»« Je vous l'ai dit, lieutenant, » répondis-je. « Le renseignement, c'est voir. » Antoine prit le stylo, les mains tremblantes. Il regarda Sophie. Pour la première fois, je vis dans ses yeux un véritable remords. Remords qui ne venait pas de la peur mais de la honte. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait mettre en prison ?» demanda-t-il. « Avec les preuves que j'avais, tu aurais pu m'envoyer rejoindre mon père. » Sophie s'avança d'un pas. Elle prit la parole pour la première fois. « Parce que, Antoine, » dit-elle d'une voix tremblante mais forte, « te laisser pourrir en prison ne me rendra pas mes années perdues. Mais te voir vivre dehors, sans ton uniforme, sans ton argent, sans rien, repartir de zéro, voilà ce qui sera ma victoire. Sans l'ombre de ton père, qui es-tu vraiment ?» Antoine s'effondra devant les paroles de Sophie. Il signa. Une larme tomba sur le papier. Je pris le document. « Tu es libre maintenant, Sophie, » dis-je. Sophie m'a serré dans ses bras. À cet instant, cela valait plus que toutes les médailles. Nous nous sommes dirigés vers la porte. En sortant, Antoine nous a interpellés. « Claire, » je m'arrêtai. Je ne me retournai pas. « Que vais-je faire maintenant? L'armée. C'est fini. Ma famille, c'est fini. Mon argent, c'est fini. Qui suis-je » Je l'ai regardé par-dessus mon épaule. « Eh bien voilà, » lui ai-je dit, « pour la première fois de ta vie, tu as une véritable chance, Antoine. Sans nom de famille, sans grade, tu as la chance de construire quelque chose de tes propres mains. C'est effrayant, je le sais. Mais crois-moi, le goût du pain que tu as gagné toi-même est meilleur que celui du champagne de ton père. Dois-je prendre cela comme un conseil ? Non, répondis-je en sortant. Prends ça comme une leçon que tu n'oublieras jamais, donnée par cette femme fragile que tu méprisais autrefois. Quand nous sommes sortis, la pluie avait cessé. Le soleil souriait à Paris à travers les nuages. Sophie serrait fermement le document dans sa main. « Merci, capitaine, dit-elle, vous m'avez rendu ma vie. »« Non, répondis-je,
C'est vous qui avez repris votre vie en main. Je n'ai fait que vous ouvrir la voie. » Nous nous mîmes en route. La porte de l'appartement d'Antoine se referma derrière nous. À l'intérieur, dans une maison vide, restait un homme à la recherche de son identité. Dehors, 2 femmes marchaient, ayant survécu à la tempête, pansé leurs blessures et devenues plus fortes. Justice avait été rendue. Mais pour moi, l'histoire n'était pas encore terminée. Il me restait une dernière chose à faire. Marc, je ne lui avais pas dit au revoir. Et le point final de cette histoire ne serait pas écrit dans un cimetière, mais dans un endroit digne de sa mémoire. Nous arrivons à la fin. Un nouveau départ et une amitié éternelle. À la fin de ce voyage, vous découvrirez où se trouvent nos personnages. Ce que j'ai fait, c'est la fin légendaire de Commando Hubert. Préparez-vous, car les adieux sont parfois plus beaux que les débuts. Nous étions sur les côtes sauvages de Bretagne. Le ciel était gris, la mer écumeuse et déchaînée. Tout comme Marc l'aimait, les cimetières sont pour les morts. Marc n'est jamais mort pour nous, il a simplement changé de forme. C'est pourquoi nous ne l'avons pas enfermé dans une froide pierre de marbre. Nous sommes venus le laisser là où il appartient, dans l'éternité, dans l'océan. Luc, Vipère, Ghost et TNT étaient à mes côtés. Nous ne portions pas d'uniforme. Des vestes noires, une petite fleur bleue à notre col. Toute l'équipe était là, mais il manquait quelqu'un, et ce vide était plus grand que l'océan. En tenant l'urne métallique dans ma main, je ne sentais pas la froideur du métal, mais la chaleur du souvenir qu'elle renfermait. Aurait-il voulu que nous lui fassions un discours ? Demanda Ghost, les yeux fixés sur l'horizon. Sa voix se perdait dans le vent. Luc a ri, un rire triste et profond. Non, il aurait dit « Arrêtez de bavarder, laissez tomber le drame et allez boire votre bière. » Nous avons souri. Nos yeux se sont remplis de larmes, mais elles ne coulaient pas. C'était tout Marc. J'ai lentement ouvert le couvercle. J'ai laissé les cendres s'envoler dans le vent. La poussière grise s'est mélangée à l'écume de la mer, a dansé un instant dans les airs, puis s'est fondue dans l'immensité bleue. Désormais, il était avec nous dans chaque vague, chaque tempête, chaque opération. « Adieu mon frère », ai-je murmuré. « Ton compte est clos. Repose en paix. Nous prenons la relève. » Vipère a sorti une bouteille de vieux whisky fumé de son sac. Il en a pris une gorgée, a grimacé, puis a versé le reste de la bouteille dans la mer. « Pour le commando Hubert », a-t-il dit. « Pour le commando Hubert », avons-nous répété tous ensemble d'une seule voix. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. La tempête s'est calmée à Paris, les eaux se sont apaisées, mais le paysage qu'elle a laissé derrière elle est resté. Vous vous posez des questions, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé aux méchants? Les gentils ont-ils vraiment gagné? La vie n'est pas un conte de fées, je ne vais donc pas vous dire « et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ». Mais je peux vous dire ceci, chacun vit exactement la vie qu'il s'est construite. Et le sénateur de Valois, il est seul dans l'infirmerie de haute sécurité de la prison de Fleury-Mérogis. Il n'a pas de visiteurs, ses vieux amis, en qui il avait tant confiance, ne répondent même plus à ses appels téléphoniques. Même ses avocats l'ont abandonné, qualifiant son affaire de « perdu d'avance ». L'homme qui autrefois menait la France à sa guise supplie aujourd'hui les gardiens pour obtenir 1 heure de promenade par jour. Son empire est réduit en poussière. Antoine, la semaine dernière, je l'ai aperçu dans un petit café peu fréquenté par les touristes, à la périphérie de Paris. Il ne m'a pas remarqué. Il portait un tablier blanc de serveur. Il essuyait les tables. Ses mains manucurées étaient calleuses, son visage fatigué. Mais son air arrogant, son masque qui disait « Vous ne pouvez pas me toucher » avait disparu. En servant le café à un client, il y avait dans ses yeux une paix étrange, inconnue. La paix de gagner sa vie, de ne devoir rien à personne, d'être simplement Antoine, sans l'ombre de son père. Peut-être que pour la première fois de sa vie, il vivait vraiment. Je ne me suis pas approchée de lui, son combat était désormais contre lui-même, et je pense que cette fois, il était en train de gagner. Et Sophie? Hier matin, j'ai reçu une enveloppe à mon bureau. À l'intérieur, il y avait une photo de remise de diplôme de la faculté de droit. Elle portait sa toge, brandissait son diplôme et arborait un sourire radieux. Au dos, elle avait écrit « Grâce à vous, je ne suis plus une victime, capitaine. Je suis avocate. Et je vous promets d'être la voix de tous ceux qui, comme moi, ont été réduits au silence et intimidés. » J'ai placé cette photo à l'endroit le plus visible de mon bureau, à côté du portrait de Marc. Et moi, je suis toujours là,
Dans l'ombre, les opérations ne s'arrêtent jamais. Les ennemis sont inépuisables. Quelque part dans le monde, il y a toujours un tyran qui, fort de son pouvoir, tente d'écraser un innocent. Mais il y a désormais une différence. Avant, je ne me battais que pour mon devoir. Aujourd'hui, je me bats pour ces personnes qui semblent fragiles, mais qui sont en réalité des tempêtes intérieures, qui n'abandonnent jamais. Le téléphone dans la poche de ma veste a vibré. J'ai regardé l'écran. Un message de Luc. Côte Bleue, mer du Nord, départ à 2h. J'ai souri. J'ai mis mon sac sur mon épaule. La robe de bal bleu nuit est restée au fond de l'armoire, couverte de poussière. Je porte ma tenue tactique noire, mon gilet pare-balles et mes bottes. Que ces derniers mots vous accompagnent. Si un jour, quelque part, vous vous sentez injustement traité, méprisé, réduit au silence, n'ayez pas peur. Respirez profondément. Souvenez-vous de cette force qui est en vous, de cette colère froide. Et sachez qu'il y a quelqu'un qui vous observe, qui se bat pour vous dans l'ombre. Nous sommes là, nous sommes la tempête. Et la tempête ne se soumet jamais. Cette histoire s'achève ici, mais la vôtre ne fait que commencer. N'oubliez pas, la plus grande médaille n'est pas le morceau de métal accroché à votre poitrine, mais l'honneur que vous portez dans votre conscience. Je suis le capitaine Claire Moreau. Je coupe la radio, pour l'instant.